Plugin HubSpot, ça ne marche pas dans les moments importants. Retenez toujours ça. Moi, ça fait plus de 10 ans que je suis un business développeur. J'avais commencé chez Xerox, cycle de vente court. Ensuite, j'avais fait du Mars Chocolat. Je m'occupais des hypermarchés dans les Yvelines. J'ai fait du grand compte chez Companeo, qui était une très belle start-up. Enfin bref, je suis tellement maniaco de BizDev qu'après, j'ai fondé une boîte qui s'appelle MyBizDev et qui vend des BizDev. J'ai même Victor BizDev tatoué quelque part sur le corps. Et si quelqu'un trouve la partie du corps, j'offre une journée de coaching. Yes, clairement, aujourd'hui, on va parler closing. Le nerf de la guerre, c'est avoir des clients. Tout simplement. Et mine de rien, c'est un peu sous-estimé, mais en fait, les clients restent la meilleure source de financement. Et c'est un enjeu de pouvoir en rentrer, tout simplement. Ouais, alors pour vous, Behind the Skills, je vous ai préparé 3 parties pour parler closing. La première, je vais vous montrer et vous apprendre la méthode BizDev. La deuxième, je vous ai préparé les meilleurs workflows pour vos relances de propositions commerciales. Et la troisième, des outils pour piloter votre performance commerciale. Donc là, je vous ai préparé des outils. Les premiers, je vais vous montrer en fait des templates d'argumenteur commercial. Donc là, simple, on va être sur du G-Slide. Deuxième chose, je vais vous montrer les meilleurs workflows pour automatiser vos relances de closing. Donc là, on va regarder HubSpot. La troisième chose, ça va être des matrices de coaching exclusivement pour vous. Je les ai jamais montrées à personne, Victor. Et là, en fait, je les fais sur Slide. Ouais, c'est une super question parce que la théorie, elle est simple. N'importe qui peut me réciter des théories de vente, du moment qu'il a lu un bouquin ou un blog. Mais en fait, c'est en business développant qu'on devient business développeur. Et c'est vraiment la pratique qui va faire la différence. Si on prend l'exemple de la box style, pour se dire qu'on maîtrise un mouvement, c'est 1000 exécutions. Pour dire qu'on est expert, c'est 10 000. Donc tu vois, si tu fais 20 démos semaine, il te faut 1 an pour te dire, au moins, je maîtrise cette chose. Avant de rentrer dans le vif, on va quand même se remettre dans le contexte. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la vente, il y a un moment, c'est un système qui est binaire. On va prendre un rendez-vous, qualifier, on va faire une découverte des besoins, une démo, un closing, on va rappeler son prospect, et à la fin, il peut nous dire que 2 choses. C'est soit il nous dit oui, on travaille ensemble, et là on va pouvoir commencer une longue relation commerciale qui va commencer des années et des années. Je mime l'amour quand je fais comme ça avec mes bras. Ou soit il va nous dire non, et à ce moment-là, on ne travaillera pas ensemble, mais quand il nous dit non, en fait, c'est toujours pour les mêmes raisons. Ça peut être c'est pas moi qui décide, ça peut être c'est pas moi qui m'en occupe, ça peut être ça m'intéresse pas. Elle fait mal celle-là, ça m'intéresse pas. Après 1 heure de démonstration, non mais ça m'intéresse pas votre truc. Ok, peut-être qu'on aurait pu le savoir un petit peu plus tôt. En gros, c'est toujours ces 6 objections-là. Dans vos funnels de vente, il y a vraiment un facteur clé de succès, c'est pouvoir raccourcir vos délais de vente un maximum. C'est quoi le délai de vente? C'est le nombre de jours entre le premier rendez-vous et la signature du contrat. Ce qu'il faut savoir, c'est quand vous faites votre démo, à partir de ce jour-là, chaque jour qui passe, le temps joue contre vous. Et en fait, chacune de ces objections va vous rajouter en fait 2 semaines dans votre process. Donc c'est vraiment un enjeu, déjà la première chose, de pouvoir toutes les anticiper. C'est celui-là le facteur clé de succès. Et c'est pour ça qu'avant votre démonstration, c'est essentiel de pouvoir faire une découverte des besoins. Aujourd'hui, on voit beaucoup de sales qui vont qualifier des leads et après, bille en tête, on voit des sales qui font de la démo. Et des fois, trop souvent, on oublie cette étape en fait de découverte des besoins qui nous permet d'anticiper les objections. C'est même une phase d'ailleurs qui peut s'introduire de manière simple. Déjà, on récapitule. Monsieur Durand, je suis content de pouvoir faire cette démonstration avec vous. Je vous ai tout préparé. Je vais tout vous montrer. Les meilleures fonctionnalités. On pourra même parler prix. Mais avant qu'on rentre dans le vif, pour être efficace et que je puisse personnaliser ma démonstration, parlez-moi déjà un petit peu de vous. Prenez la main et introduisez votre phase de découverte des besoins. Une découverte des besoins, c'est quoi? Ça va être une partie du pitch qui va durer en moyenne 10-15 minutes. Il faut vraiment maîtriser ce qu'on appelle le CQQC occupé. C'est l'art de poser en fait les questions ouvertes. Qui, que, quoi, comment, où, pourquoi, quand. C'est vraiment les seules questions qui vont vous permettre en fait de récupérer un maximum d'informations. Et c'est des phases où le prospect va se livrer, délivrer des informations, pourra rebondir. C'est clairement les questions ouvertes qui vous permettent aussi de créer un climat de confiance et de sortir d'une sorte d'interrogatoire. Et moi, je vous ai préparé 6 catégories de questions qui vont nous permettre d'anticiper justement toutes les objections qu'on a eues avant. Les questions business. C'est important quand vous commencez déjà d'avoir un peu la big picture de la société. Qu'est-ce que vous faites? Quelles sont vos offres commerciales? Qui sont vos clients? Typiquement, les questions business vous permettent de comprendre aussi où vous mettez les pieds. De comprendre la situation, si votre partenaire en face est quelqu'un de dynamique, s'il est sur une bonne lancée. Et c'est aussi ça, j'ai envie de dire...
La vente, c'est pas juste vouloir vendre à tout le monde, mais c'est aussi créer des relations avec des gens qui peuvent vous tirer vers le haut. Cette catégorie de questions-là, je l'ai appelée Identify Competitor. Je sais pas s'il y en a, tiens, parmi vous qui ont vu un film qui est extraordinaire, qui est très rigolo, c'est Inception. Et si on reprend un petit peu le fond de ce film-là, en fait, ils veulent convaincre quelqu'un de faire quelque chose, et pour essayer de le convaincre, ils rentrent au niveau -3 de son cerveau pour lui semer une petite graine et que le personnage en fait ait le doute. Parce que c'est hyper dur de convaincre quelqu'un de faire quelque chose. Donc si jamais vous rentrez sur un projet où on a des compétiteurs, qu'ils soient directs ou indirects, ça peut très bien être des process internes qui sont vos compétiteurs finalement par rapport à votre solution. Là je vais vous proposer 2 techniques. La première, ça va être si vos forces sont symétriques. C'est-à-dire start-up contre start-up ou boîte de la même taille. Là, l'idée, un peu la Inception, c'est essayer de créer le doute. Souvent, ce qu'on voit en cette situation-là, on a non, mais eux, ils travaillent mal. Jamais dire ça. Jamais faire de la délation sur des concurrents ou autres. Et pour semer le doute, on poserait la batterie de questions. Ah yes, ok, eux, qu'est-ce qu'ils vous ont proposé? Depuis quand ils existent? C'est qui leurs clients? Combien de projets comme le vôtre, ils ont déjà réussi à mener à terme? Au bout de 3 ou 4 questions, l'interlocuteur, il y a toujours un moment, si c'est une force symétrique, où il va bugger. Et ce qui nous permet au final de verrouiller avec des questions fermes et simples. Qu'est-ce qui est important pour vous lors de votre choix de prestataire? Si par contre la force est asymétrique, ça marche pas. Imaginez le concurrent, c'est de l'interne ou c'est, je sais pas moi, CAC 40. Depuis quand ils existent? 100 ans, avec qui travaille tout le CAC 40? Qui fait le suivi? C'est Jean-Jacques qui m'envoie des cadeaux à moi et mes enfants à Noël. Ça va pas fonctionner à ce moment-là. À la rigueur, face à la force asymétrique, je vais vous proposer une autre technique qui serait celle de la balance, où là, en toute transparence, on peut demander au prospect, c'est quoi vraiment les 2 choses qui vous plaisent quand vous travaillez avec eux? Le prospect va vous dire les 2 points forts de l'offre qu'il a aujourd'hui, et ça serait quoi à côté de ça? Les 2 choses qui nous permettraient d'améliorer la proposition commerciale, ou quels sont les 2 points de faiblesse de sa proposition commerciale. Et le prospect va vous le délivrer. Quand vous prenez des rendez-vous grands comptes, les rendez-vous ils se prennent pas tout seuls, je pense que vous le savez tous, le temps des managers ou des dirigeants coûte très cher, et quand ils vous prennent des démos même de 30 minutes, ils ont plus ou moins une idée derrière la tête. Et ces questions-là, comme la balance, elles vous permettent de travailler en mode projet finalement, et de rentrer dans ce cahier des charges-là. 3, The Champion. Quand vous allez être en rendez-vous clientèle, en fait, c'est vraiment indispensable que vous puissiez trouver l'interlocuteur qui va être le moteur. C'est celui qui va défendre votre proposition commerciale. Donc, dans des PME ou des scale-up startups, généralement, c'est assez simple parce que des C-level, on va être sur des BU de 2-3 personnes et encore, il faut quand même les chercher. Si vous êtes sur du CAC 40, typiquement, si on prend SNCF, des DRH, il y en a 180. Et c'est important de pouvoir trouver celui qui est moteur. Celui qui est moteur, c'est celui qui, un matin, va arriver en réunion et qui va dire ce trimestre-ci, c'est ça que je vais faire. On lui prépare tout pour qu'il ait qu'à défendre votre propale. Batterie de questions simples pour trouver le champion. PPF, passé, présent, futur. Typiquement, tiens, je peux prendre l'exemple où une fois avec un de mes clients, j'étais en coaching commercial et je l'accompagnais. On avait préparé tous nos bris de glace de rendez-vous. C'était chez Lagardère avec une directrice innovation. Et je sais pas comment c'était débrouillé ce jour-là. Mais sur les escaliers, moi je me retrouve à côté du prospect. Moi, j'avais pas préparé mes intros. Donc je le voyais sautiller derrière moi avec tout ce qu'on avait appris par cœur en termes d'introduction et de bris de glace. Et je me suis raccroché sur ce PPF qui est vraiment une batterie de questions qui passe n'importe quand. C'est bah tiens, aujourd'hui, alors qu'est-ce que vous occupez de quoi alors chez Lagardère? Bon, aujourd'hui, là, je viens de reprendre la direction justement innovation. Mais vous faisiez quoi avant? Et c'est quoi alors vos enjeux sur le trimestre ou sur l'année? Donc typiquement là, on était en train de monter les escaliers. Je savais déjà que j'avais une top manageuse qui avait plus ou moins pris son poste il n'y a pas si longtemps que ça, qui était chez Lagardère depuis 6 ans. PPF, passé, présent, futur. 4e catégorie de questions. Decision process. Là, l'idée de decision process, c'est de pouvoir en fait remonter tous vos organigrammes pour savoir en fait qui décide et comment va se passer les process de décision. Et ça peut être des questions simples. Dans ta BU aujourd'hui, vous êtes combien? Et d'aller chercher les rôles et les responsabilités de chaque interlocuteur. Des éléments qui sont clés parce qu'elles vous donnent aussi vos temporalités pour faire vos propositions commerciales et pouvoir organiser vos rendez-vous de closing au bon moment. Juste avant, on parlait que business, organigramme, compétiteur, etc. Execution workflow, on va essayer de comprendre toutes ces tâches opérationnelles
pour lui enlever des fameuses épines du pied. Pour vous donner un exemple, quand j'étais chez Xerox, nos copieurs avaient 80 fonctionnalités. On n'allait pas faire des démonstrations des 80 fonctionnalités de copieurs. Et après, on savait qu'on allait faire la démonstration que des 3 ou des 4 killer features. En fait, chacun de vos produits, de vos services, il est découpé en caractéristiques, avantages et bénéfices. La caractéristique, c'est la feature. L'avantage, c'est pourquoi va acheter le prospect. Et le bénéfice, ça va être une motivation d'achat qui peut être avoir un retour sur investissement ou être plus performant. Ok. Là, on est sur une société de recrutement, c'est une appli de recrutement en quelque sorte. Donc, vous voyez, c'est un outil de sourcing qui permet de gérer des candidatures. Et en fait, des features, je peux en avoir plus d'une trentaine. Et là, vous revoyez la métaphore du copieur avec 80 features, c'est que je ne vais pas faire la démo complète de ma plateforme. Par contre, en face de chacune de ces features, j'ai formalisé une question ouverte de pain pour voir si l'interlocuteur, je peux lui apporter de la valeur sur ça. Comment faites-vous votre sourcing? Soit je vois qu'il déroule parfaitement, je passe à la suite. Et partir en entretien et de vous dire, tiens, sur chaque rendez-vous, je vais me challenger à trouver 3 pains et à les accentuer avec des pourquoi. Donc là, je vous ai bien montré le tableau Execution Workflow et la dernière partie de questions qu'il faut poser, c'est celle par rapport à la volonté. Donc en fait, là, c'est trouver les dates de next step pour pouvoir positionner vos rendez-vous de closing. Si on travaille ensemble, à quelle date on pourra le faire? Et si on prend un peu de recul sur ces 6 catégories de questions, avec business, identify competitors, the champion, decision process, execution workflow et volonté, ça c'est ma méthode BizDev. J'ai anticipé les j'ai pas de budget, ton concurrent fait mieux, c'est pas moi qui m'en occupe, c'est pas moi qui décide, ça m'intéresse pas et c'est pour plus tard. Et si j'ai au moins 4 feux verts dans cette découverte des besoins là, il n'y a plus qu'à. Ça démo, derrière il n'y a plus qu'à closer. La deuxième chose que je voulais vous montrer, c'est les meilleurs workflows pour faire nos relances de propositions commerciales. Aujourd'hui, on voit beaucoup trop de business développeurs qui font de la démo et de la propale et qui lancent leur propale comme des sortes de bouteilles à la mer. On s'est battu à générer des leads, battu pour avoir des rendez-vous, on s'est battu pour faire des mots et des propales, et après on relance pas les propales. C'est indispensable de pouvoir relancer vos propales. Une fois, j'ai une bizdev qui me disait, quand on prenait son pipe, on faisait toutes ses propales, ça signe ça ou pas? Peut-être, peut-être. Il y a un moment, il faut prendre aussi un peu de recul sur son pipe commercial. Il y a souvent proposition commerciale envoyée, il y a close won et il y a close lost. J'ai jamais vu de close peut-être dans un pipe commercial. Donc en fait, un close peut-être, ça n'existe pas. À la fin, il faut aller chercher une réponse oui ou non. Et il faut surtout pas avoir peur d'être hyper proactif sur les réponses, parce que si on a fait une bonne découverte des besoins avec notre prospect, on a déjà fixé une date de closing et on lui a expliqué pourquoi on a fixé cette date de closing. C'est qu'en termes d'opération, si on travaille ensemble, vous allez avoir des étapes à formaliser. Et vous avez besoin d'avoir une réponse positive ou négative pour pouvoir vous préparer. Et après tout l'effort que vous avez fait avec le prospect, vous déplacer, faire une démo et faire une propale, mais je veux dire valoriser votre travail et n'ayez pas honte d'aller chercher une réponse. Tout ce pipe de close lost, c'est de la matière que vous allez travailler dans le futur. Et ce qu'il faut, c'est des gens qui vous disent oui ou non. Ce qu'il ne faut pas, c'est des prospects qui dorment dans les tuyaux, qui vous font croire que vous avez finalement un forecast pertinent. Donc allez absolument chercher des réponses. C'est quelque chose qui est urgent. Si c'est urgent, n'hésitez pas à relancer 2-3 fois dans la même journée. Que ce soit téléphone, que ce soit texto. Et même maintenant, on pourrait y ajouter des workflows automatisés sur HubSpot. Je vous partage HubSpot. Aujourd'hui, tout le monde connaît les séquences que vous faites en prospection. N'hésitez pas aussi à faire des séquences pour tout ce qui est closing. L'avantage quand vous faites une séquence de closing, c'est qu'après 2 calls, un texto, vous pouvez mettre le prospect en séquence, faites tourner ses mails sur 3 ou 4 jours et votre prospect va tout simplement se réactiver. Et n'hésitez pas justement à laisser une porte de sortie, que les gens se sentent libres aussi de dire non. Souvent c'est ça les ghostings, c'est qu'on veut tellement les enfermer que finalement ils n'osent pas nous dire. Et le ghosting, il n'y a rien de pire pour votre pipe commercial. Donc laissez la porte ouverte pour pouvoir discuter librement et dans la bienveillance pour avoir des noms. Comme ça, vous aurez des noms pourquoi et que peut-être justement, vous pourrez ensuite répondre à ces objections. La partie 3, c'est en fait vous proposer une matrice pour que vous puissiez auto-évaluer vos technicités d'argumentaire et votre performance commerciale. C'est hyper important quand vous avez fini une démo ou un rendez-vous de prendre le temps de prendre du recul sur ce qui s'est dit et de pouvoir vous scorer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour moi, la vente, c'est un peu comme une sorte de jeu à points. Si j'ai 15 sur 20, je vais signer. Si j'ai 12 sur 20, je vais devoir relancer, il manque des infos, ça va prendre du temps. Si j'ai 5 sur 20, ça va prendre 3 mois, il manque la moitié des infos. Peu importe votre niveau, c'est très dur de faire des scorecards à 20 sur 20. Et donc, c'est important, peu importe votre niveau, d'avoir l'humilité de pouvoir prendre du recul. Donc là, en fait, je vais vous partager mon template de coaching qui peut se faire très bien en
d'auto-évaluation ou accompagné également d'un manager. Donc vous voyez là, mon argumentaire est découpé avec les questions ouvertes, mes informations de découverte des besoins, toute ma grille de hard skills techniques de vente qui est posée avec des points. Et à la fin, je peux y mettre aussi mes forces. Ça, c'est hyper important de pouvoir aussi prendre du recul sur ce que vous avez bien fait parce que pour vos prochains rendez-vous, vous allez pouvoir réutiliser ces méthodes-là. Et en bas, d'y mettre bien sûr des axes d'amélioration. Je peux vous montrer une grille qui est remplie pour vous donner un exemple. C'était des rendez-vous qu'on avait fait avec un de mes BizDev où j'en avais fait une en fait sur lui. Et je lui avais demandé aussi pour le rendez-vous d'après de lui faire une grille sur moi. On va tous des fois oublier des éléments, mais à la fin quand je me pose, que je vois mes forces, je sais que je vais pouvoir les accentuer, de pouvoir les écrire. On se dit la prochaine fois, ça je vais pas le manquer. J'en ai fini avec ma partie 3. Maintenant vous avez toutes les clés en main pour préparer vos closings. Et les résultats que j'ai envie de scorer moi pour tout ce qui est technique de closing, c'est le taux de transfo. Attention, pour moi un bon taux de transfo, c'est un taux de transfo qui avoisine les 25%. C'est vachement important. Pourquoi? Parce que je vois trop de BizDev. Ah mais moi je transforme à 50%. Parce que si tu transformes à 50%, ça veut dire que tu travailles pas assez, t'as pas assez de propal dans les tuyaux. Si tu transformes à 50%, c'est que tu fais 3 propals par semaine sur tes recos et tes leads entrants. Va en chercher plus. Le conseil que j'ai à donner, moi, pour l'après, c'est vraiment formaliser tous vos argumentaires, mais au mot près. Donc en fait, si c'est récité, c'est pas une question de script, c'est une question de travail. Formalisez vraiment la forme, c'est votre déballe, accroche, découverte des besoins, storytelling, des mots closing, c'est les grandes parties. Et plus vous maîtrisez ce fond, plus vous pourrez jouer avec les prospects. J'ai envie de vous dire, be proud, be strong, BizDev.